Salut les lectrices voyageuses et gourmandes! On est parti pour un nouveau voyage à l'occasion de ce nouveau Un mois, un pays. Pour rappel, ce concept consiste à tirer un pays au hasard et pendant un mois, à lire un livre et à cuisiner un plat du pays. Et moi, j'en profite aussi pour me renseigner sur le pays et pour vous faire une petite chronique. Alors, c'est parti! La Corée du Nord, vous connaissez? Eh ben, c'est pas là-bas qu'on part, mais dans un pays connu comme étant la Corée du Nord d'Afrique. Il s'agit de l'Érythrée. Située dans la corne de l'Afrique, l'Érythrée est bordée par la mer Rouge et frontalière de l'Éthiopie, du Soudan et de Djibouti. Mais avant de vous expliquer pourquoi on l'appelle la Corée du Nord d'Afrique, je vais vous expliquer pourquoi il y a autant de pizzerias en Érythrée. Si je vous dis pizza, vous pensez Italie. Ou alors vous pensez « j'ai faim ». Et vous avez bien le droit. Quant à l'Italie, figurez-vous qu'elle a colonisé ce pays pendant 51 ans, de 1890 à 1941. Et oui, car c'est assez peu connu, mais l'Italie a aussi eu sa période colonisatrice. Et l'Érythrée en a fait les frais, la première. Entre l'architecture et les nombreux hommes aux terrasses des cafés, Asmara, la capitale, a encore un air d'Italie des années 30. Quelque temps après la colonisation italienne, l'Éthiopie a annexé l'Érythrée, ce qui a conduit à une guerre d'indépendance qui a duré 30 ans, pour aboutir à l'indépendance du pays en 1993. Du coup, on peut comprendre pourquoi les Érythréens n'apprécient pas trop qu'on les confonde avec les Éthiopiens. Car même si certaines ethnies des deux pays ont les mêmes racines, l'Érythrée, c'est l'Érythrée. Un point c'est tout. D'ailleurs, les deux ethnies principales du pays sont les Tigrés et les Tigrinas. Bon, et donc, vous vous demandez toujours quel est le rapport avec la Corée du Nord. Après tout, maintenant qu'ils sont indépendants, tout se passe bien, non? Eh ben, oui et non. Car depuis son indépendance, l'Érythrée est une dictature totalitaire menée par Isaias Afwerki, qui en est le président depuis 1993. Ouais, ça fait 32 ans. Cette dictature se traduit par plusieurs éléments marquants, comme le service national qui est obligatoire pour les hommes et les femmes. Cette obligation est à durée indéterminée et sert de prétexte pour mettre en œuvre du travail forcé non rémunéré, en plus d'un entraînement militaire dans des conditions bof-bof. Par ailleurs, il y a des dizaines de milliers de prisonniers politiques qui sont détenus, pour beaucoup arbitrairement. Cette dictature entraîne un fort exode de la population. En effet, en 10 ans, on compte 300 000 Érythréens qui ont quitté le pays pour se réfugier dans les pays voisins ou en Europe. L'Érythrée est un pays très fermé. La population y est surveillée, la presse contrôlée. D'ailleurs, au classement de la liberté de la presse, l'Érythrée est en avant-dernière position, juste devant la Corée du Nord. Vous comprenez désormais d'où lui vient ce triste surnom. Et puis, puisqu'on est dans des infos pas fun, sachez aussi que l'homosexualité y est interdite et passible de 3 ans de prison. Quant à l'excision, si elle y est interdite, elle est encore massivement pratiquée. Ces deux derniers éléments, l'homosexualité et l'excision, sont justement deux thèmes abordés par l'auteur Sulaiman Adonia dans son roman « Le silence est ma langue natale ». L'auteur, érythréen, a passé une partie de son enfance dans un camp de réfugiés au Soudan. En effet, la guerre d'indépendance a également amené son lot de souffrances aux habitants du pays. Et « Le silence est ma langue natale » parle justement d'un frère et d'une sœur réfugiés dans un camp au Soudan. Le début de l'histoire m'a déroutée, puisque la sœur est accusée d'inceste envers son frère, qui est muet. Puis, après cette scène de tribunal populaire, on découvre l'histoire de ces deux jeunes gens dès leur arrivée dans le camp. Au travers de ce récit, l'auteur va aborder de nombreux thèmes qui lui sont chers. Il y aura donc l'homosexualité, l'excision, l'éducation, la guerre, les mariages arrangés, mais aussi plus généralement la place des femmes. D'ailleurs, dans le roman, une femme soldat a cette réflexion qui m'a marquée et qui fait écho aux propos de l'auteur. Mon combat n'a pas seulement pour but de libérer mon pays, mais aussi de me libérer des chaînes de mon propre peuple. Je ne retournerai pas dans un pays que j'ai aidé à libérer si mon peuple n'est pas libéré de ses préjugés. J'aimerais mieux être libre dans ce désert qu'opprimé dans mon propre pays, que mes camarades et moi avons aidé à libérer. Si personnellement j'ai apprécié cette lecture, sachez tout de même que le style est spécial. Bon, d'une part, les dialogues sont intégrés à la narration, ce qui est toujours un peu déroutant, et il y a aussi des changements de narration assez impromptus. D'autre part, certaines scènes de sexe ou qui touchent à l'intimité sont décrites de manière assez graphique, ce qui peut perturber.
Mais au-delà de tout ça, j'ai vraiment été touchée par le destin de la sœur et du frère et j'ai trouvé très intéressant de découvrir comment la vie s'organisait dans ce camp de réfugiés. Notamment comme parfois des choses qui paraissent banales peuvent manquer et devenir une obsession. C'est le cas par exemple de la nourriture et il est d'ailleurs temps de vous présenter le plat que j'ai cuisiné. Vous avez vu ça, comment je gère trop bien les transitions? Bon bref, fini de s'envoyer des fleurs, les fleurs elles sont mieux plantées dans le sol. La culture culinaire en Érythrée est à la fois propre au pays, mais aussi tirée des nombreuses influences à la fois historiques et de voisinage. Ainsi, le plat national, le wat, c'est la wat qu'elle préfère, est aussi un plat éthiopien. Quant à l'utilisation de pâtes alimentaires et de certaines épices, elle provient de la période coloniale italienne. Deux éléments se retrouvent dans beaucoup de plats érythréens, le niter kibé, qui est un beurre clarifié épicé, et le berbéré, un mélange d'épices très pimenté. Pour ma part, j'ai décidé de cuisiner le plat national, qui est le tsebidoro, appelé aussi dorowat. Ce plat à base de poulet, d'oignons et d'œufs durs, le tout assaisonné au berbéré, était un absolu délice. À ce point même que John a dit, dans un élan poétique qui lui est propre, « Ça mériterait que tu en fasses plus souvent. » Mériterait, Érythrée, ouais, bon voilà. Comme j'avais pas accès à du vrai berbéré, je l'ai fabriqué moi-même avec les épices que j'avais à disposition et surtout, je l'ai pas trop pimenté. C'est aussi l'avantage de le faire soi-même. Ce plat se consomme avec de l'injera, une sorte de crêpe mille trous fermentée à base de farine de teff, une céréale locale. Hélas, j'avais pas cet élément, donc nous avons dégusté le tsebidoro avec de la semoule et c'était juste excellent. Je vous partage la recette que j'ai utilisée en description. Elle est en anglais, mais elle vaut vraiment la peine de prendre le temps de la traduire. Et voilà, c'en est fini pour ce pays. N'hésitez pas à nous partager vos lectures ou recettes en commentaire pour l'Érythrée. D'ailleurs, je vous partage en description d'autres auteurs érythréens ou des livres qui parlent du pays. Par ailleurs, le petit bout d'histoire que je vous ai conté aujourd'hui de l'Érythrée n'est bien sûr qu'une toute petite part. Leur histoire est bien plus vaste. Elle remonte depuis l'origine des temps humains sur Terre. Donc évidemment, j'ai pas eu le temps de tout vous détailler, mais bien évidemment que leur histoire est plus vaste, plus complexe, leur culture très riche, et je vous invite à aller découvrir tout ça par vous-même sur le vaste Internet. C'est quand même cool la modernité. Et il est désormais temps de tirer au sort le prochain pays. Est-ce que vous êtes prêts? Alors ne triche pas, on essaie de pas faire trop de bruit. Alors, le verdict, il s'agit de l'Arabie Saoudite. Alors c'est rigolo, je crois que c'est un pays qui est pas très loin de l'Érythrée. Je me demande si c'est pas juste en face. C'est cool, c'est la première fois qu'on a deux pays qui sont aussi proches, si je me trompe pas. Bon, peut-être que je dis n'importe quoi et que c'est pas du tout au même endroit. Mais ça sera l'occasion de le savoir le mois prochain, donc pensez à revenir. Si vous connaissez des autrices ou des auteurs d'Arabie Saoudite ou des livres qui s'y déroulent, partagez-les en commentaire. Et si vous avez des idées de recettes, dites-nous tout également. Avant de partir, je vous invite à aller voir cette vidéo d'Hélène Ducrot. Elle a sélectionné un conte érythréen qu'elle nous lit et nous illustre. C'est encore une lecture dessinée de toute beauté qu'elle nous propose, alors bonne découverte. Sur ce, je vous souhaite bonne lecture, bonne cuisine et bon voyage. À très bientôt. Ciao!